Je suis tellement honorée d'avoir avec nous en studio aujourd'hui quelqu'un que j'admire depuis de très nombreuses années. La féministe orthodoxe originale, celle que j'aspirais à devenir lorsque je suis arrivée dans ce pays, Dr Aliza Lavie, ex-membre de la Knesset, entrepreneur social, écrivaine et leader de la communauté féministe orthodoxe. Aliza Lavie, ravie de vous accueillir. Merci, ravie d'être ici. Aliza Lavie, vous savez, pendant de très nombreuses années, je vous ai vu à la Knesset faire avancer et défendre la cause des femmes, ce que je n'ai pas vu d'autres femmes faire. Vous savez, j'ai l'impression que parfois les femmes entrent en politique et oublient qu'elles sont aussi là pour représenter les femmes. Mais vous étiez différente. Partagez simplement avec notre public quelques-unes des lois que vous avez mises en place pour faire avancer les droits des femmes dans ce pays. Je pense qu'il est important que les gens comprennent. Merci. Ma devise est de toujours me souvenir de ceux qui ne sont plus avec nous maintenant et de me demander pourquoi. Tu es à la Knesset, tu es dans le comité, tu es au studio, peu importe, tu es à l'université. Mais tu dois demander, vois Luc, qui n'est pas avec toi, qui N'est pas dans la pièce? Oui, pourquoi? Pose les questions. Tu sais, Israël, c'est un pays où nous sommes revenus après 2000 ans. Et chacun de nous a sa propre histoire, comme son histoire de vie, en fait des pays différents, des langues, des coutumes, des rituels. Et je crois en les femmes, en le leadership et en l'égalité des droits, pas seulement parce que je pense aux femmes, mais parce que je pense à la société israélienne, au monde juif. Nous avons besoin de toutes les connaissances et expériences. Et dans une situation comme celle-ci de nos jours encore plus, il faut se demander ce que d'autres femmes ont fait dans le passé. Et quand tu ne trouves pas de réponse dans ta vie, tu sais quand. Nous savons toutes les deux exactement comment cela devrait être. Parce que nous connaissons notre histoire et nous savons que dans notre passé, ce n'est pas une leçon d'histoire, c'est l'avenir, c'est la réponse pour l'avenir. Plus de femmes dans la salle, dans la classe, plus d'expérience, de connaissances est la meilleure façon de décider. Je suis d'accord avec toi et trouve que ce que tu as fait est très bien. Je pense que lorsqu'on regarde les petites filles, il faut leur donner des modèles parce qu'on fait ce qu'on voit. Et si tu ne le vois pas, tu ne penses pas que tu peux le faire. Quand tous tes enfants font, c'est lever les yeux. Et tout ce qu'ils voient, ce sont des hommes comme leaders et non des femmes comme leaders. Alors il est très difficile pour une femme de se visualiser comme leader. Et quand tu as écrit ce livre, que j'adore, Femmes juives emblématiques pour moi, essentiellement, tu as rassemblé un recueil d'incroyables. L'incroyable histoire des femmes leaders. Pour notre peuple, pour le peuple juif et pour l'État d'Israël. Et c'est tellement nécessaire dans le monde que les gens s'inspirent d'autres femmes. Tu as écrit ce livre, Aliza Lavie. Je sais que ça va être difficile. C'est comme si je te demandais lequel de tes enfants aimes-tu le plus. Mais lequel? Quelle femme t'inspire? D'abord, j'aimerais vous demander, soyez honnête, combien de noms ne vous étaient pas familiers? Beaucoup, et je pense que je m'y connais plutôt bien en femmes leaders juives, mais il y avait certains noms que je ne reconnaissais pas. C'est donc ça qui est important. Vous avez aussi mis en lumière l'histoire oubliée de ces femmes. Pour moi, je pense que, vous savez, Henrietta est âgée. Oui, J'avais 50 ans quand j'ai réalisé que j'avais des questions dans ma vie, surtout en tant que députée au Parlement, en dirigeant des législations et en essayant, vous savez, de rendre le monde meilleur pour nous tous. Le tikkun, la shlichot. Et quand j'ai vu ça, parfois je suis seule. Pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi je n'arrive pas à convaincre ou à faire ceci ou cela? Et il faut être honnête avec soi-même et trouver la bonne façon, tu sais, de jouer le jeu et d'apprendre toutes les règles. Et soudain, j'ai trouvé une biographie incroyable écrite par le professeur Dvorko Akohen sur Henrietta Soul. Et pour moi, c'était la première fois que je comprenais sa biographie. Pourquoi cela vient-il de Baltimore? Elle était venue ici. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et quelle était son histoire personnelle?
Tout le monde croyait qu'elle était américaine. Tadatam, tadata. Et c'était une femme que son amant l'a abandonnée et lui a volé le mérite dans le livre qu'il a publié sous son nom. De très nombreuses preuves qui, soudainement, vous font comprendre que vous devez accepter votre faiblesse et votre chute comme un outil et essayer de l'utiliser comme un moyen d'apporter la réponse à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Et c'est ce qu'elle a fait. Parlez-nous un peu plus d'elle. Henrietta a grandi à Baltimore. Son père était rabbin, intelligente. Elle voyait toujours qui manquait dans la pièce. Soudainement, vous savez, c'était une communauté très connue, une communauté juive, et soudainement, des personnes juives de Russie et d'autres pays d'Europe sont arrivées, et ils ne connaissaient pas la langue, ils avaient des vêtements sales, et tout le monde dans la communauté juive ne voulait pas leur parler. Et elle était la seule qui, pour la première fois, a ouvert une classe d'anglais pour eux, pour les aider. Et quand, en 1904, elle est venue en Palestine, ses amis du JTS, elle était la première étudiante du JTS et ils l'ont envoyée en Israël avec sa mère, parce qu'ils ont vu qu'elle ne pouvait pas quitter son lit pendant plus de 6 mois après que son amoureux ait gâché sa vie. Je n'ai pas le temps de tout raconter. Mais quand elle est venue en Palestine avec une délégation, personne n'est revenu. Ils ont dit, réfléchis-y, 1904, Jérusalem, la pauvreté ici. Il n'y avait rien ici. Il n'y avait rien ici et aucun d'entre eux n'est revenu. Mais elle a vu les yeux des enfants à Jérusalem, la maladie. Ils ne pouvaient même pas ouvrir les yeux. Et elle a dit, je rentre chez moi et je vais parler avec mes collègues, mes amis, ma famille et essayer d'aider ces enfants. Et c'est comme ça qu'elle a commencé avec Hadassah. Elle est revenue. C'est la fondatrice de Hadassah. Lévi, Léa, Noah et Tipat Kalav et d'autres systèmes que nous utilisons encore aujourd'hui. Et qui sait pourquoi cette route négligée ici à Jérusalem ou à Tel Aviv? Pourquoi? Pourquoi nous ne connaissons pas son héritage et ce n'est pas encore un cours d'histoire? C'est la façon dont elle faisait les choses, parfois, souvent, parmi les autres dirigeants qui étaient tous des hommes. Vous savez, c'est intéressant parce que j'y pense depuis plusieurs années. Ces femmes comme Henrietta Szow et la Witsa, des femmes comme Vera Weissman, etc., elles ont créé l'infrastructure du système de santé et des services sociaux d'Israël. Ici, comme vous l'avez dit, les cliniques pour nourrissons, les premiers hôpitaux. Pendant que les hommes étaient occupés à faire le travail diplomatique et à constituer une armée, les femmes étaient occupées à sauver la vie des affamés et des malades, dans les rues de Jérusalem et partout ailleurs. Et entend-on jamais parler, vous savez, des mères du sionisme? On évoque souvent les pères du sionisme, mais ce sont les mères qui ont bâti l'infrastructure dont nous bénéficions encore. T'as raison, mais d'un autre côté, il y a aussi une dimension diplomatique à prendre en compte. Esther la reine, c'est la seule... Esther, c'est la seule qui a changé le destin, l'histoire. Et pense à son parcours, la première fois quand tu ne savais rien d'elle. D'après la Megillah, oui, c'était une reine de beauté, mais c'est tout. Non, On ne sait pas grand-chose sur elle, tu as raison. un mot et quoi, ses parents, ou tu sais, ses origines familiales, rien. Et quand elle a reçu un service de messagerie courte de Mardoché, va voir le roi, elle a dit « Qu'est-ce que tu veux de ma vie? Comment puis-je faire ça ?» Et puis elle a réalisé que si elle doit y aller, elle a besoin de toutes les personnes avec elle. Et pour la première fois dans notre histoire, elle a ordonné de jeûner 3 jours. 3 jours. Pensez-y. Et comment cela se fait-il, tout le monde, le Megino, la Megillah, une nation qui ne se parle pas entre elles? Vous savez, nous connaissons l'histoire ici et là. Soudain, ils ont trouvé comment s'unir. Comment elle a fait? Et plus encore, elle a rassemblé tout cela et est allée voir le roi. Oui, Et elle a sauvé le peuple juif d'un génocide. d'un génocide. Voilà comment elle a procédé de façon diplomatique. 2 parties. Elle savait que le roi, Était stratégique.
Oui, il aimait faire la fête. D'accord, il aimait faire la fête. Alors, elle l'a invité à 2 fêtes. Réfléchissons, comment la décrire? Ce n'est pas simplement une autre histoire de Megillah. À propos des outils des femmes leaders, exactement. Myriam, la prophétesse, Déborah, la prophétesse. Oui, la juge est stratégique. D'accord, elle a dit à Barak, que faire? Va là-bas, regarde la montagne. C'était elle la stratège. Bien sûr. Alors, je veux dire, et pourquoi ne sommes-nous pas familières avec les outils? Je parle des outils de leadership, pas seulement pour les femmes, mais aussi pour les hommes, bien sûr, parce que nous voyons la situation ici en Israël, dans d'autres endroits, dans les communautés juives, dans d'autres pays. Et nous devons apporter le savoir de nos mères, de nos grands-mères, même de notre vie quotidienne. Comment faire cela? Résoudre cela après 2 ans de guerre? Comment apporter le changement? Comment guérir Élise? Je veux vous demander 2 choses. La première, c'est comment pensez-vous? La société israélienne que nous connaissons est parfois malheureusement un peu chauvine. Comment pouvons-nous amener plus de femmes à des postes de décision? Vous y étiez. Quels sont les obstacles que nous devons surmonter pour amener plus de femmes en politique autour des grandes tables de décision? De nos jours, dans notre situation, cela devrait être en comprenant que nous avons besoin de plus de femmes. Vous savez, j'ai élaboré la législation au niveau de la municipalité. Oui. Cela signifie que chaque liste doit en avoir si elle veut obtenir de l'aide du pays. Donc, cela signifie que si vous avez 3 femmes parmi les 10 premiers noms, Vous recevez une incitation obligatoire. Oui, et ça aide incroyable au niveau de la municipalité. Je suis l'un des bénéficiaires. Je me suis présentée 2 fois aux élections et j'ai été adjointe au maire 6 ans. Cela faisait partie de... Cela, et ça a fait la différence. Oui, au niveau des partis, les partis qui se présentent aux élections à la Knesset israélienne, je n'ai pas réussi. J'ai présenté la législation. Et malheureusement, ils n'ont pas voulu, d'abord à cause des partis ultra-orthodoxes. Ils refusent d'ajouter des femmes à leur liste. D'accord. Et en plus de ça, c'est trop compliqué pour beaucoup d'autres raisons. Donc, je pense que nous devons légiférer, une législation parce que nous voyons cela à la Knesset. Quand j'étais à la 19e et à la 20e, ce n'était pas il y a si longtemps, nous étions beaucoup plus de femmes. Oui, ça a diminué, oui, nous régressons. Et voyez aussi dans les bureaux une directrice générale. Directrice générale dans divers ministères. Oui, tu as raison. Et à d'autres postes dans les autres ministères et ailleurs. Et maintenant, nous avons une élection pour la présidente sioniste. Mais curieusement, au Congrès sioniste, il y a une loi qui dit qu'une personne sur 3 doit être une femme. Et tout à coup, les ultra-orthodoxes n'ont aucun problème à trouver des femmes et à intégrer des femmes dans leur liste, parce que sinon ils ne pourraient pas se présenter. Tu vois. Donc ils n'ont aucun problème. Et si tu mentionnes ça, n'oublie pas chez Herzl, oui. Lors du premier congrès sioniste, le tout premier, il a dit « Nous allons inviter des femmes. Nous avons besoin de femmes avec nous. » Il en a invité. Et vous avez aussi écrit à ce sujet dans le livre. Donc, il a compris bien plus tôt que les autres pays. Réfléchissez-y. Je dis toujours que le sionisme était un mouvement féministe dès le début. Dès le début, et Herzl l'a compris dès le début. Et il insiste, même s'il l'a compris, certaines communautés ne l'ont pas accepté, comme tu viens de le mentionner. Mais tu vois, avec une législation Quand tu as les règles et que c'est la seule façon de fonctionner, ils feront participer les femmes. Nous devons établir les règles, nous devons changer ces règles. Je suis d'accord. L'éducation, évidemment. Bien sûr que c'est le cas. Et soutenir les femmes, leur donner confiance et bien plus de connaissances, comme ce livre. Et vous savez, j'ai ouvert un autre site sur colettefilatnashim.com avec les cartes que j'essaye d'apporter. Les publications du site sont en anglais et en hébreu. Et je demande aux gens de partager avec moi des rituels, des prières, des outils de femmes,
comme nous venons de parler d'Esther ou de Déborah. Et nous en avons besoin. Nous devons le pratiquer, l'adapter à la parole, l'utiliser comme exemple en classe, dans le milieu académique, vous savez, ou même au théâtre pour ramener ce savoir. Ce n'est pas un cours d'histoire, vous savez. Cela devrait faire partie de notre quotidien. J'apprécie vraiment vos outils. Essentiellement, vous avez créé des outils pédagogiques et maintenant vous les avez traduits en anglais. Honnêtement, chaque jeune fille qui célèbre sa bat mitzvah devrait recevoir ces cartes en cadeau. Dis-moi, qu'est-ce qui t'a inspiré à décider de transformer cela en une sorte d'outil pédagogique? Pendant la guerre, Pendant la guerre? pendant les nuits où je n'arrivais pas à dormir, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Mon fils et mes 2 gendres étaient à Gaza dans l'armée depuis plus d'1 an et demi. Beaucoup de nuits, on peut devenir folle. Oui. Et d'un autre côté, j'ai eu beaucoup d'occasions de rencontrer de nombreuses femmes ici en Israël et en dehors d'Israël. Et ensemble, nous prions de différentes manières et en groupe, sur WhatsApp, dans les synagogues et sur la place. À Tel Aviv, dans de très nombreux endroits. Et j'ai réalisé que les anciennes prières, les anciens témoignages et les anciens mots touchaient beaucoup plus les Israéliens. Y a-t-il quelque chose d'unique dans les prières des femmes? Beaucoup plus intime, la logique pas lointaine, c'est très proche de vos cœurs. Et dès la première minute, vous sentez que vous êtes familière avec les mots. Peut-être qu'à ce moment-là, vous vous souvenez de votre grand-mère et des mots et de quelque chose que vous ne pouvez pas exprimer ou dire avec des mots. Oui, vous savez, vous sentez que cela vous est familier. Et aussi la Haggadah. Quand les premières personnes ci sont venues me voir et m'ont dit, pendant le Seder, le premier Seder qui a eu lieu chez les otages, c'était Aliza la vie, je ne peux pas utiliser la Haggadah. Comment parler de rédemption alors que nos frères, vous avez... Des esclaves. Et que vous avez des personnes capturées? Oui, donc encore une fois, je suis revenue à différentes périodes de notre vie pendant l'Holocauste et l'Inquisition, et j'ai pris des Haggadot qui ont été écrites à l'époque par des femmes ou pour des femmes. À partir des souvenirs du passé, j'ai créé une Haggadah à partir de ces souvenirs, et cela a touché les gens. Et puis, cela a ouvert les cœurs pour continuer à lire la Masoti Haggadah, la Haggadah traditionnelle, Qui est la Pâque. le livre de la Pâque utilisé. Et je pense que la rédemption est partout, même dans votre moment privé et intime avec Dieu, quand vous parlez pour vous-même. Et aussi, toujours, toutes les femmes parlent pour Amiswal et pour la rédemption, et pour les beaux jours. Et je pense que c'est quelque chose qui nous donne, vous savez. Je pense que tu as raison. Ma grand-mère du Maroc n'a jamais appris l'hébreu. On ne le lui a jamais enseigné. Les femmes n'apprenaient même pas l'hébreu. Seuls les hommes apprenaient de l'hébreu au Maroc. Et elle avait sa propre façon de communiquer avec Dieu. C'était une femme très spirituelle, une femme religieuse, qui ne pouvait pas lire un livre en hébreu, mais elle avait sa propre façon de prier. Elle parlait avec Dieu avec ses propres mots. Comme ma grand-mère est venue d'Afghanistan à Jérusalem en 1920. Ma grand-mère, d'une part, ne savait ni lire ni écrire, mais elle connaissait tout par cœur. Elle parlait avec Dieu le Créateur et elle allait à la synagogue avec ses amis. Et quand le Balkor, le Chazan, les hommes qui dirigeaient la Tefila faisaient des erreurs, alors les femmes, depuis le balcon, tu sais, le corrigeaient. Et personne. Ils disent merci. Alors peut-être qu'ils ne savaient pas écrire, mais ils connaissaient tout par cœur. Et j'essaie de le ramener. Parce que quand on parle aujourd'hui d'identité, d'appartenance, comment se fait-il que dans notre génération, les gens se sentent seuls, pas connectés, pas intégrés? À la communauté. Notre mère savait comment étreindre. Eh bien, les femmes ont toujours été le centre d'une communauté, n'est-ce pas? Au moins le centre de la famille. Cela crée ensuite un centre pour la communauté. Oui. Aussi, ces 2 dernières années, on a vu beaucoup d'activisme, et cela mené par des femmes. D'autre part, quand il s'agit des médias, donc l'atmosphère était et est toujours centrée sur les sections masculines. Oui, ils ont surtout plus de budget pour se promouvoir.
Oui, Et plus que ça, ils ont un club. Oui, un club, je l'ai toujours dit. En Israël, il y a deux désavantages intégrés pour les femmes dans la vie publique ou en politique. Le premier, c'est l'armée. Combien de femmes générales y a-t-il? Et une fois que vous êtes général, vous entrez directement en politique. On vous déroule le tapis rouge. Les femmes ont moins d'opportunités car elles progressent différemment dans l'armée. Le deuxième facteur est la religion. Vous savez, quand je me présentais aux élections et que tous les hommes candidats allaient voir les rabbins leur faisaient une accolade. Vous savez, leur serraient la main, ils prenaient une photo. Une femme n'a pas la même ressource avec un rabbin homme. Et donc, ces deux désavantages jouent contre les femmes. Je trouve que votre travail est très important. Vous redonnez en fait de la valeur à la place des femmes, ironiquement, dans les sources traditionnelles, où elle était très importante, bien plus importante que ce que les gens pensent. Et vous développez aussi des outils pour revenir à ce type de prière personnelle et intime des femmes. Et un autre point que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait que les gens sont en quête de spiritualité. Vous avez raison. Et malheureusement, certains en prennent l'exemple et l'adoptent depuis d'autres cultures et religions. Et ma professeure de yoga, j'ai pratiqué le yoga pendant 10 ans et quand ma professeure de yoga, vous savez, j'utilise des prières d'autres. Religions orientales. Oui, je lui ai dit, et pas pourquoi nous l'avons. Tu vois, certains, je ne connais pas bien. Alors, regarde, nous l'avons ici, nous l'avons dans notre langue, nous l'avons dans notre tradition. D'autres personnes l'utilisent. Et c'est au moins. Et depuis qu'Anat, ma professeure, a découvert ça, elle a dit, comment ça se fait? Je ne savais pas. Donc, comme la bat mitzvah et tu sais, le mariage, etc., etc. Les gens dans la société israélienne, dans la société juive, cherchent de plus en plus de rituels. Regarde ce qui est arrivé avec la Fashat Shala. Tu sais, qu'est-ce que c'est? Je veux dire, je peux te parler d'une émission spéciale sur la Chala comme, tu sais, un papier de tournesol pour ce qui se passe. Les gens veulent toucher à tous les rituels, les traditions. Les gens cherchent à toucher quelque chose. Alors nous l'avons, nous le ramenons, nous y accédons, et nous ne le donnons pas. Nous n'avons pas besoin d'adopter autre chose. Eh bien, je pense que le travail que tu as accompli est incroyable. Tu as écrit plusieurs livres sur la prière juive féminine. Tu as écrit un livre sur les icônes féminines juives. Et maintenant, et la prière des femmes. Tu as maintenant développé ces outils pédagogiques pour se connecter à différentes prières qui viennent traditionnellement de femmes de tous horizons, d'il y a de nombreuses années et même plus récemment. Et honnêtement, je pense que le travail que tu fais est complètement unique et nécessaire. Et dans cette émission qui vise à promouvoir le leadership et la voix des femmes, nous sommes très honorés de t'avoir ici, de partager avec nous ton expérience et tes connaissances. Et s'il te plaît, continue comme ça. Merci beaucoup. Merci à Tfilat Nashimkom. Tvilat Nashimkom. Vous l'avez entendu ici. Merci, Dr Aliza Lavi. Merci beaucoup.